Bonjour à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue aux deuxièmes assises du Club de l'amélioration de l'habitat que je vais avoir le grand plaisir d'animer durant ces 2 heures. Je suis Jean-Pascal Chira, le délégué général du Club de l'amélioration de l'habitat. Et avant de démarrer, en début, je voudrais tout de suite passer la parole à nos 2 présidents parce que nous avons l'avantage d'avoir 2 présidents, un past et un actuel, mais ils vont vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, Maurice Manceau. Alors, écoutez, bonjour à tous. Rappelons-nous, le 7 février 2018, le Club d'amélioration de l'habitat tenait ses premières assises dans l'auditorium de la SMA BTP, l'auditorium tout neuf, et ce, dans des conditions très difficiles, puisque ce jour-là, Paris connaissait un épisode neigeux comme il n'en avait pas traversé depuis longtemps. Indépendamment et malgré cet événement météorologique, le club a pu donner ce jour-là l'occasion de présenter le fruit de ses travaux condensés dans l'ouvrage rédigé à cet effet, portant sur la thématique du confort de vie pour tous. Alors, pour la petite histoire, il y avait 420 inscrits. Il est venu dans la neige, dans la glace, sur la glace, sur les pavés. Il est venu quand même 250 personnes, ce qui était quand même rarissime. Depuis lors, le club a poursuivi toujours aussi activement ses missions d'études avec l'appui de ses membres et partenaires et a communiqué régulièrement au cours des réunions de ces groupes de travail. Nous formulions depuis plusieurs mois, voire 2 ans, le souhait de reconduire les assises de 2018, mais les conditions sanitaires nous ont obligés à reporter ce projet à plusieurs reprises. Rappelez-vous, l'année dernière, au mois de juin, on aurait pu le faire, mais on était en plein Covid. Pour ne pas trop retarder l'événement, nous avons finalement opté pour une formule hybride mi-présentielle, mi-distancielle que nous avons le plaisir de réaliser aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Je vais dès à présent laisser la parole à notre nouveau président Jacques Pest qui, entre-temps, m'a succédé à la tête du CH et qui va pouvoir vous présenter dans ses grandes lignes ces deuxièmes assises du club. À toi, Jacques. Merci, Maurice. Chers membres, chers partenaires et participants à notre webinaire, c'est effectivement un plaisir pour moi d'abord de succéder à la présidence au sein du club de Maurice Manceau, mais également d'ouvrir cet événement marquant pour notre association. En préalable, quelques mots de présentation du club de l'amélioration de l'habitat. Cela fait bientôt 30 ans que notre organisation fonctionne en s'appuyant sur un tour de table original, à la fois public et privé, de la filière rénovation de l'habitat, en nous attachant à mesurer, à comprendre et à agir pour dynamiser ce secteur d'activité important pour notre économie et essentiel pour nos concitoyens que sont les habitants. Nous procédons au travers d'études, d'experts et de groupes de travail à des démarches d'investigation permettant d'enrichir et de partager nos connaissances sur ces sujets et nous communiquons régulièrement sur les résultats de nos recherches. C'est le cas aujourd'hui dans ce séminaire, puisque l'objectif de nos assises cet après-midi est de délivrer de façon synthétique, sous forme de table ronde, les résultats de plusieurs groupes de réflexion qui ont agi tout au long de l'année 2000, malgré les conditions de contrainte que nous avons connues. Alors, lors de ces assises, 2 thématiques fortes vont être abordées cet après-midi, sous la houlette de Jean-Pascal Chira. Le premier portant sur les habitants eux-mêmes et plus particulièrement les propriétaires occupants de logements privés dans leur relation aux travaux de rénovation pour mieux comprendre les freins et identifier les leviers d'action. C'est une étude très importante et vous en verrez aujourd'hui tous les détails parce que c'est fondamental pour réussir la massification de cette rénovation. La deuxième table ronde, deuxième sujet, élargit son champ de vision vers les quartiers et plus précisément la façon d'aborder la rénovation urbaine par une requalification architecturale rationnellement organisée au niveau des îlots. Là aussi, une deuxième façon de massifier cette rénovation et donc de concourir très vite à la fois au plan de relance et au plan climat. Sans développer plus ces sujets que nous allons voir à l'instant dans les tables rondes, je souhaite vous dire en conclusion de ce propos que tout ce qui va être présenté cet après-midi se trouve en parallèle rédigé dans le cadre d'un ouvrage de référence restituant plus exhaustivement nos travaux et qui sera adressé à chaque participant du webinaire qui le souhaitera. Alors, je vais vous dire que c'est un ouvrage qui a été conçu pour être d'abord pédagogique, avec une
la plus large diffusion possible, puisqu'il sera diffusé à la FNAC, sur Amazon, etc. Il est édité par Édition PC, donc vous pourrez le retrouver dans les bonnes librairies. Et en fait, l'idée générale, c'est un travail de pro que nous avons essayé de simplifier au maximum pour s'adresser au plus grand nombre. Donc avec notamment l'usage de beaucoup de schémas, de dessins pour simplifier des propos qui ne sont pas toujours très simples au départ. Et avec, je voudrais dire, deux préfaces de personnes illustres qui comptent beaucoup dans ce monde de la rénovation. Notre député préféré, Marjolaine Méné-Millefer, qui fait une préface sur un des premiers sujets, et le président Philippe Pelletier. Voilà, je les remercie pour avoir contribué à cet ouvrage. Et je te laisse maintenant, Jean-Pascal, la parole. Merci, cher Jacques, cher président. Alors, effectivement, peut-être en complément et concernant ce livre, il nous semble important de rappeler quels sont les auteurs du livre. En fait, vous le comprendrez, chacune des thématiques que nous allons développer aujourd'hui est l'œuvre d'experts qui ont travaillé pendant 1 an et demi sur ces sujets. Donc, sur la première partie, donc sur l'Observatoire consommateur, outre notre équipe, je cite bien sûr Jean-Yves Gouret, Olivier Alperne, Dominique Jouffroy, Sandrine Louis, François Pellegrin. Voilà, donc ces différents experts ont conduit à la réalisation de cet ouvrage. Précisons également que cet ouvrage sera mis à disposition des membres du club, bien sûr, mais également à l'ensemble des participants à ce webinaire, à ces assises, de manière gratuite, effectivement, parce que autant c'est un livre qui sera mis à disposition dans un certain nombre de réseaux, mais les membres, les partenaires qui nous ont suivis et les participants à ce webinaire auront la possibilité d'obtenir ce livre tout simplement en passant une précommande sur le site, sur la page Réenchantons des espaces de vie qui se trouve sur le site internet du Club de l'amélioration de l'habitat, mais on pourra vous le redire. Alors, avant de démarrer, quelques consignes pratiques tout de suite. Les différentes questions que vous pourriez être amenés à poser, et j'espère nombreuses, parce que vous êtes plus de 300 personnes aujourd'hui, eh bien, c'est via le chat, à l'adresse mail qui vous est envoyé, et nous vous tiendrons à la disposition des assises pour notamment répondre aux questions et notamment des membres de la presse qui souhaiteront avoir plus de précision. Donc on ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions aujourd'hui, mais en tout cas, nous nous tiendrons à disposition pour la suite. Alors, pour ouvrir ces assises, Jacques nous a cité un intervenant important comme pour l'éditorial du livre, le président Philippe Pelletier. Eh bien, nous avons demandé au président Philippe Pelletier d'avoir la gentillesse, dans le cadre d'une interview, finalement d'ouvrir ces assises et d'un petit peu l'introduction dans le cadre de son discours. Et ce que nous vous proposons, c'est de l'écouter dans un bref interview que nous avons enregistré il y a quelques semaines déjà. Donc, à tout de suite, restez avec nous. On envoie l'interview du président Philippe Pelletier. Il n'y a pas de petite rénovation au regard de l'enjeu environnemental et de l'intérêt économique et social des rénovations immobilières. De même que chaque lieu d'habitat est singulier, chaque rénovation obéit à des ressorts qui lui sont propres. Tel occupant voudra réduire ses charges, tel autre préserver le prix de sa maison, tel autre encore acquérir un meilleur confort de vie. Celui-ci souhaitera adapter le logement à son vieillissement ou son handicap. Celui-là cherchera à organiser l'espace pour y accueillir un petit enfant étudiant ou un auxiliaire de vie. Tous réaliseront actions et travaux, pas seulement énergétiques, qui concilieront à terme souci de bien-être et recherche d'une meilleure organisation. Ces préoccupations connaissent actuellement une triple accélération. Celle que le plan de relance suscite en haussant les aides à la rénovation, celle qu'induit la courbe démographique qui nous conduit à mettre en place une adaptation des logements au vieillissement, et puis celle qui est le fruit de l'expérience des confinements sanitaires, au-delà de l'information et des conseils indispensables que le formidable réseau des conseillers FAIRE dispense dorénavant partout sur le territoire, c'est d'un accompagnement sur mesure dont la plupart des acteurs de ces rénovations ont besoin.
Il constitue un appui indispensable aux ménages souvent désemparés devant la décision à prendre, la définition du projet, son financement, le choix des entreprises, la conduite du chantier en site occupé et la bonne fin des opérations. Ce défi à relever ne peut être que collectif. Et c'est le mérite du Club de l'amélioration de l'habitat de participer à son déploiement en veillant à une relation de confiance et de qualité entre les occupants du logement et les entreprises appelées à intervenir. L'ensemble des maîtres d'œuvre sont concernés. Nous avons besoin de chacun d'eux pour que cet élan de la rénovation, qui concerne aussi bien les maisons individuelles que les appartements, se traduise par des actions efficaces. Et nous n'avons pas le droit à l'erreur, car un ménage déçu est un ménage perdu pour la rénovation. Eh bien, merci, Monsieur le Président Philippe Pelletier, merci de votre intervention. Alors donc maintenant, nous allons effectivement démarrer cette table ronde numéro 1 consacrée à l'Observatoire consommateurs habitants. On va vous expliquer ce que cela veut dire. Alors d'abord, je voudrais présenter nos intervenants. On va démarrer par un côté. Giovanni Leca, délégué des thermorénovateurs et secrétaire et trésorier du Club de l'amélioration de l'habitat. Jean Hugouret, président d'Énergie Active, et Sandrine Louis, directrice marketing de Qualitel. Merci de votre accompagnement. Alors, nous avons eu à l'instant les témoignages du président Pelletier et nous avons également sollicité une autre personne qui nous a également apporté son témoignage dans notre ouvrage, c'est Marjolaine Meunier-Milfer, que vous connaissez tous, qui est députée de la 10e circonscription de l'Isère et membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et présidente de l'Alliance HQE. Je vous propose que nous écoutions tout de suite Marjolaine Meunier-Milfer, qui nous a fait également la gentillesse de nous apporter un témoignage verbal lors d'un enregistrement très récent. Churchill disait dans l'une de ses formules qui l'ont rendu célèbre: « Nous façonnons nos bâtiments, puis ce sont eux qui nous façonnent ». Bien sûr, au moment où nous parlons de décarboner un secteur qui concourt pour moitié à l'énergie finale consommée en France et pour un quart à nos émissions de CO2, il est difficile de ne pas reconnaître que nos bâtiments façonnent effectivement aujourd'hui et pour une part conséquente notre avenir. Donc la formule tombe bien. Néanmoins, lorsqu'il écrivait ces mots, Winston Churchill, disons-le, ne pensait pas au climat. Il se demandait en 1941, après que la Chambre des communes eût été bombardée et détruite, comment il fallait la reconstruire. Et dans son propos devenu célèbre, il avança l'idée que la démocratie était indissociable des lieux où elle s'exerçait. Il faisait ainsi référence à la manière dont les lieux où nous vivons, travaillons, participent à notre construction intime, à notre culture, à la manière dont ils hébergent nos petits et grands moments, nos doutes, nos espoirs, et plus important encore, ceux que nous aimons. À l'heure où nous discutons, pressés par le climat, de toutes les caractéristiques techniques, notamment énergétiques, notamment carbone de nos bâtiments, et de la manière dont il faut les traiter, les rénover, les réhabiliter, tout en limitant autant que possible le coût de cette charge qui est associée, il est bon sans doute de ne pas oublier tout à fait cette autre réalité. Nos bâtiments nous apportent le socle de sécurité qui précède à notre épanouissement et à notre bien-être. Les périodes de confinement sanitaire l'ont souligné cruellement. Dans des logements indécents, les habitants dépérissent. On parle d'un esprit sain dans un corps sain. Il faudrait ajouter un corps sain dans un bâtiment sain. Tant les liens entre la santé et les lieux de vie des habitants ont été démontrés. Bien grandir, bien apprendre, bien vivre, bien travailler, bien vieillir. Dans les lieux où nous passons, avec ou sans confinement, plus de 90% de notre temps, c'est essentiel. Tout autant que devrait à les rendre compatibles avec la recherche d'un équilibre climatique. Il ne faut donc pas opposer les objectifs entre eux, ne pas les morceler, ne pas les cloisonner, alors que par nature ils se marient si bien. C'est tout l'enjeu du Club de l'amélioration de l'habitat que d'inscrire les habitants et leurs aspirations, bien ancrées dans leur territoire, au cœur des nécessaires transformations du secteur et de les rendre non seulement pragmatiques, soutenables, acceptables, mais résolument désirables. Eh bien, merci Madame la députée, merci chère Marjolaine. Voilà, nous lançons à présent la première table ronde consacrée à la thématique Observatoire consommateurs habitants, qui donne lieu d'ailleurs au premier chapitre du livre, et ce chapitre nous le dénommons Un nouveau paradigme pour innover et développer le marché. Voilà, depuis maintenant plusieurs années, le club s'attache à étudier méthodiquement
l'évolution des comportements des habitants consommateurs relativement aux travaux de rénovation dans leur logement. Nous considérons en effet qu'un des facteurs clés de la croissance de ce marché réside dans la capacité à favoriser, accompagner, voire intensifier le passage à l'acte chez les propriétaires. Pour cela, nous menons régulièrement des enquêtes d'opinion et plus particulièrement depuis 2 années, nous avons pu, grâce à l'appui de l'association Qualitel, élargir notre investigation par un travail collaboratif avec l'Institut de sondage Ipsos. Je voudrais à ce titre donner sans plus attendre la parole à Sandrine Louis, directrice marketing de Qualitel, pour qu'elle nous dise en quelques mots sur l'engagement de Qualitel aux côtés du Club de l'amélioration de l'habitat, traduisant en cela sa vision sur la rénovation des logements et les attentes des habitants consommateurs. Sandrine, à vous la parole. Merci Jean-Pascal pour cette introduction. Bonjour à tous. Alors oui, l'association Qualitel est très heureuse de contribuer activement aux travaux du club depuis maintenant 2018, je crois, notamment sur l'Observatoire Habitant Consommateur. Alors je rappelle que Qualitel est une association qui œuvre depuis 1974 à l'amélioration de la qualité de l'habitat en France. Donc, ce sont bien sûr des thématiques très, très conjointes avec les travaux du club. Donc, nous œuvrons à travers la certification logement, la certification NF Habitat, NF Habitat HQE, en construction neuve, en rénovation, puisque c'est le sujet du jour, et aussi en exploitation. Nous menons des études et des recherches aussi qui aident aussi à comprendre les enjeux de la qualité de l'habitat, une activité de formation également. Et enfin, nous travaillons beaucoup à informer, sensibiliser le particulier à ce qu'est la qualité de l'habitat. Alors, améliorer la qualité du parc de logement, c'est un enjeu important, puisqu'on sait que 80% du parc de logement a maintenant plus de 20 ans. Et l'étude qui va vous être présentée juste après est très intéressante parce qu'elle est centrée sur l'habitant consommateur. Parce qu'on rénove des logements, c'est vrai, mais on rénove d'abord des lieux de vie, on rénove l'intimité des personnes, on rénove le cocon familial et peut-être même maintenant des lieux de travail avec le télétravail qui se développe. Et que peut-être massifier la rénovation, c'est finalement massifier un changement de comportement et changer des comportements. Sans doute que ça ne se décrète pas, il faut l'accompagner, il faut comprendre, il faut séduire, il faut expliquer, il faut comprendre ces changements, enfin ces comportements. Et comprendre la perception des habitants de leur logement, les motivations qui les poussent à rénover, mais aussi les motivations qui les poussent à ne pas rénover, et sans doute un peu la clé de ce qui va faire qu'ils vont devenir acteurs ou moteurs de la rénovation. Et parce que ce sera sans les habitants, il n'y aura pas de massification de la rénovation au final. Et c'est exactement ce que propose cet observatoire habitant-consommateur. Donc c'est hyper intéressant à ce titre-là. C'est aussi ce que nous faisons chez Qualitel avec notre baromètre annuel qui mesure la perception des habitants sur la qualité qu'ils ont de leur logement. Et d'ailleurs, à ce propos, je vous invite déjà le 5 octobre prochain pour la 5e édition du baromètre Qualitel qui se fait cette année en partenariat avec l'ANA et s'intéressera aux Français et au logement durable. Voilà, et je vous invite à écouter ce qui va suivre là, en oubliant un petit peu votre casquette de professionnel. Et en mettant votre casquette de particulier, vous verrez que ce sera certainement une résonance un peu différente. Voilà. Merci beaucoup Sandrine. On se donne donc tous rendez-vous le 5 octobre prochain pour les résultats de votre baromètre 2021. Et j'espère effectivement qu'on aura le grand plaisir de se retrouver en présentiel, comme l'an dernier d'ailleurs, parce que nous avions pu faire cette réunion chez vous, chez Qualitel, pas très loin, en présentiel. Voilà, à présent, il nous semble important, pour donner suite à notre approche, de donner d'abord une vision large de notre terrain de jeu, c'est-à-dire du marché sur lequel nous intervenons, en vous donnant quelques chiffres clés essentiels, pas trop mais essentiels, sur ce marché de la rénovation de l'habitat. Et je voudrais demander à Giovanni Leca, qui a travaillé avec nous sur cette étude, de nous donner quelques aperçus des chiffres utiles à connaître. Oui, absolument. Quand on parle de rénovation et quand on parle de logement, finalement, de quoi parle-t-on ? En France, le parc résidentiel, c'est près de 37 millions de logements, dont près de 30 millions sont occupés à titre de résidence principale. Les maisons individuelles sont majoritaires, avec 56% du parc. Les logements collectifs représentent les 44% restants. Ces 30 millions de résidences principales sont pour l'essentiel des logements privés, avec 25 millions, et 5 millions de logements sociaux. Sur l'habitat privé, il est occupé par 7 millions de locataires et 18 millions de propriétaires occupants.
Le marché de la rénovation, il est estimé, c'est à un montant, une activité économique est estimée à 62,3 milliards d'euros hors taxes par an, qui est essentiellement traité par les professionnels, donc des travaux confiés aux professionnels du bâtiment, pour 51 milliards d'euros. Et il y a à peu près 11 milliards d'euros qui sont réalisés par les particuliers eux-mêmes en autorénovation. Si on regarde dans quel type de bâtiments sont traités ces travaux, ils le sont pour 7 milliards d'euros dans le parc social, et le parc résidentiel privé représente, lui, 55 milliards d'euros par an de dépenses. Et les maisons individuelles dans ce parc résidentiel privé représentent les 2/3, à hauteur de 35 milliards d'euros. Et on trouve également 6 milliards en copropriété et parties communes, et également 13 milliards d'euros en logement collectif. Et enfin, si on regarde maintenant par type d'ouvrage, quels sont les travaux qui sont réalisés et quelles sont les dépenses afférentes à chacun de ces postes de travaux, vous aurez le loisir de regarder dans le détail chacun des postes de travaux. Mais retenons aujourd'hui que 42% des travaux, des dépenses sont faites pour des travaux qui concernent l'enveloppe du bâtiment, et un peu plus de 56% des dépenses sont réalisées pour des travaux d'équipement ou des ouvrages réalisés à l'intérieur du bâtiment. Merci Giovanni. Alors maintenant, effectivement, on peut mieux mesurer l'importance de ce marché qui se reconduit chaque année de manière relativement stable, bouge pas beaucoup, important mais il bouge pas beaucoup dans le temps, et qu'on aimerait bien voir évoluer de façon plus active, considérant par ailleurs le gisement de croissance qu'il détient. Alors, nous l'avons dit, un des facteurs clés de cette croissance, c'est l'habitant lui-même, et la meilleure façon de comprendre son mode de comportement a été de l'interroger. Durant 2 années, nous avons, avec Qualitel, confié à Ipsos une enquête d'opinion d'envergure dont nous avons tiré de grands enseignements. J'ai donc maintenant demandé à Jean-Yves Gouret, président d'Énergie Active et consultant expert, qui accompagne le club de l'amélioration de l'habitat depuis maintenant plusieurs années, et consultant expert dans le domaine de l'analyse du comportement consommateur, de nous apporter un certain nombre d'éclairages sur les résultats de cette enquête et surtout les interprétations qui ont pu en être faites. Donc Jean-Yves, je me tourne vers vous pour que vous nous donniez d'abord un rapide aperçu du cadre de l'enquête en termes d'échantillons de cibles et de ses résultats principaux. Jean-Yves, vous avez la parole. Merci, bonjour à tous. Alors, d'abord, une première originalité, c'est que cette étude a associé toute une chaîne de valeurs, de compétences. Le questionnaire a été réalisé par le groupe de travail. Ça a été un énorme travail et il faut féliciter tout le monde. Ensuite, l'enquête online a été réalisée par Ipsos et on a fait procéder cette année à un approfondissement des résultats de la base de données par le JC, qui est une junior entreprise de la 2e école de prestige française en statistique. Et on a également pu, grâce à ça, faire des traitements. Alors ceci n'était pas facile parce que nous étions dans la période de Covid. Donc on a dû faire en 2 temps l'enquête et on a vérifié ensuite l'incidence pour le 2e partie du panel que l'on a étudié. Si le Covid a une importance et modifié leur comportement, la réponse a été non. Je le dis tout de suite. Donc il y a eu 2946 propriétaires qui ont répondu à l'enquête. Il s'agit des propriétaires occupants de leur résidence principale. Donc, quand on regarde le panel, 38% ont réalisé des travaux dans les 3 dernières années. Alors là, il s'agit du référentiel 2017-2019. 56% ont dit qu'ils allaient réaliser les travaux en 2020, 2021 ou juste après. 17% qui ont eu un projet de travaux, mais qui ne l'ont pas fait aboutir. 36% qui disent ne pas avoir besoin de travaux et 7% qui ont répondu de ne pas avoir envie de faire réaliser des travaux. Il faut savoir néanmoins que les questionnaires ne s'apparaîtraient qu'aux 3 dernières années. Nous avons aussi eu une information, et j'en reparlerai, parce qu'en fait, on a demandé à tout le monde, sur les 10 dernières années, c'est-à-dire 2009-2019, qui avaient réalisé des travaux, et on a eu des réponses là-dessus. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres au pourcentage révélateur des profils des répondants et de leur logement? Alors, sur les 2946 répondants, les 3/4, d'abord, ont un âge de plus de 45 ans. La moyenne d'âge étant à 55 ans. Fait très important aussi, c'est que la majorité des réponses
plus de 57% ont été apportés par des femmes. Ces répondants sont avant tout des actifs, et pas exclusivement des seniors comme on pourrait le penser, donc il y a une majorité d'actifs, et 80% des habitants hébergent au moins 2 personnes ou davantage, donc ce ne sont pas non plus des logements vides. 75% de ces logements ont 20 ans ou plus, et donc c'était intéressant pour nous parce que ça dit qu'ils nécessitent de toute évidence des travaux éventuels. 78% des personnes habitent leur maison, et l'essentiel des propriétaires se montrent très très attachés à leur logement. Ils sont très fiers de leur logement et ils y habitent depuis 15 ans ou plus. On a trouvé des gens qui habitaient leur maison depuis 35 ans, 38 ans, 40 ans. Hein. Pour la plupart d'entre eux, leur logement a pris de la valeur. Alors, grâce au bon emplacement, si on prend la grande moyenne, le bon emplacement de leur logement, il y a des quartiers où malheureusement, ou des îlots, ou des endroits où c'est beaucoup moins vrai, mais ont pris de la valeur, et également grâce au bon entretien, ou à des travaux de rénovation. Donc on voit que l'action sur le logement produit aussi de la valeur ajoutée. Bon, très bien, merci. Quels sont les apports majeurs de cette étude? Alors, il y a 2 apports vraiment majeurs. On va en prendre un premier, c'est les 4 univers travaux. C'est-à-dire que cette enquête que nous avons déjà produite en 2019 nous a permis d'améliorer vraiment la vision, et là, elle est bien stable maintenant, bien claire. Il y a 4 univers travaux qui réunissent l'ensemble des situations des gens. Il y a ceux qui disent mes travaux ils sont incontournables, c'est-à-dire que ce sont des travaux qui exigent de réagir très vite parce que on a une panne, une fuite. On a subi aussi éventuellement un orage ou on a subi un incendie. Il y a des tas d'ennuis qui affectent l'habitat. Alors, vous avez vu que principalement nous sommes sur des maisons, donc pour une maison c'est très large puisque par rapport à un appartement dont vous êtes simplement l'un des copropriétaires de l'immeuble, ce n'est pas aussi vrai, mais ça fait 18% pour réparer et maintenir. 36%, eux, c'est le bien-être au quotidien. C'est-à-dire qu'il faut améliorer le confort. Alors c'est quoi? C'est remplacer les équipements par des équipements beaucoup plus modernes, beaucoup plus actifs. C'est rechercher un meilleur confort de température, d'isolation, une plus grande luminosité des pièces, c'est important la lumière, et tous ces choix ne peuvent être faits que s'il y a vraiment un désir, un besoin. Autant les incontournables, c'est j'ai pas choisi, ici je choisis, et j'ai envie de me faire plaisir ou d'avoir mieux chez moi que ce que j'avais avant. Et ces choix, évidemment, peuvent être influencés par les tendances de société que l'on peut avoir. Donc, il peut y avoir des modes également, et des innovations technologiques qui peuvent aussi entraîner des évolutions. Et donc ces choix peuvent être appelés à se reproduire plusieurs fois dans le temps ou affecter d'autres secteurs qu'on n'avait pas affectés. Par exemple, le développement de la connectique dans la maison. Troisième famille, et c'est la plus importante en pourcentage, vous la voyez, c'est 39%, c'est avoir un chez soi qui me fasse plaisir et qui soit beau. Alors là, c'est une famille très importante parce que c'est une famille qui aussi fait en sorte que sans arrêt, il y ait des évolutions, des modifications. Donc, c'est une famille de travaux que l'on voit se reproduire assez souvent. Ils ne sont pas forcément élevés, on en reparlera aussi en termes de montant d'investissement, pas toujours, mais ils sont très fréquents. Et ces envies aussi peuvent devenir des envies qui se reproduisent dans plusieurs secteurs, plusieurs domaines, ou même de changer des choses qu'on a installées il y a 10 ans ou 15 ans et qu'on a envie de modifier. Là aussi, on voit dans cet univers travaux une fréquence de travaux plus importante. Travaux plus rares, l'habitat rénové ou le projet de vie. C'est-à-dire que j'aimerais mettre l'habitat au niveau de la vie que j'ai envie de mener. Donc là, je vais faire des agrandissements, je vais faire une chambre pour les enfants, ou je vais faire un atelier, ou je vais faire une véranda, etc. Donc là, j'agrandis, ou je réaménage, et là, les travaux peuvent être plus importants parce que je peux faire une surélévation, une extension, et donc
ici, j'ai souvent besoin évidemment des professionnels, comme dans le cas d'ailleurs des incontournables. Et ici, ce qu'il y a de particulier, c'est que ce genre de travaux, on ne les fait pas 10 fois dans sa vie. Donc ces travaux sont importants et ils peuvent générer des options aussi qui embarquent à la fois du bien-être au quotidien meilleur ou de la beauté, du plaisir chez soi. Merci, merci. Alors, nous allons poursuivre. Je voudrais tout de suite d'ailleurs préciser à tous les participants à notre webinaire, les spectateurs, qu'ils peuvent poser des questions dans l'onglet du chat. N'hésitez surtout pas. Voilà, donc c'est une consigne un peu pratique. Alors, merci Jean-Yves. On va poursuivre. Donc, le second apport que vous avez identifié pour créer ce que vous appelez ce nouveau paradigme. Alors, on avait 4 univers travaux et maintenant on a 5 attitudes travaux. C'est-à-dire que dans les façons de se comporter, et même plus loin que ça, de penser les choses, c'est la notion d'attitude même qui est derrière, on a 5 familles que l'on va voir. Mais avant peut-être de dire ce qu'ils ont en commun, ces 5 familles, c'est quand on décide de faire des travaux chez soi, dans l'ultra majorité des cas, il faut avoir 2 personnes à décider. C'est-à-dire, c'est le couple. Et le couple est important parce qu'on a la preuve par l'enquête, et ce n'est pas la première fois, que lorsqu'il n'y a qu'une seule personne, eh bien, il y a très très peu de travaux, il n'y a plus de projet en fait. Donc le montant des travaux sur les 10 années que les gens ressortent, eh bien, il est très faible en fait, assez mesuré, si on ramène ça en mesure linéaire annuelle, il est mesuré, mais il peut être fréquent. Et il est autofinancé de ce fait, ce sera la deuxième chose que l'on commentera. Alors maintenant, si on prend les 5 attitudes, on va les prendre d'abord les passifs. Les passifs, ça veut dire qu'ils font peu de travaux chez eux. Alors pourquoi ? On peut comprendre, c'est peut-être la famille la plus homogène. C'est la famille les plus jeunes. Ils ont certainement, pour l'ultra-majorité, beaucoup moins de 50 ans. Donc ils représentent 35% du panel. Ils ont une caractéristique, c'est qu'ils habitent, et c'est les seuls qui sont comme ça, ils habitent en majorité un appartement. Ils sont jeunes en âge, ils viennent d'acheter plus récemment que les autres, donc c'est les fameux primo-accédants, et ils sont très très fiers de leur acquisition, à tel point qu'ils disent que leur logement il est formidable en fait. Alors même s'il ne l'est pas, c'est ce qu'ils trouvent, et c'est ce qu'ils ont acquis. Donc de ce fait-là, comme ils font peu de travaux, puisqu'ils viennent d'arriver et qu'ils ont un endettement sur le dos, donc ils n'ont pas la possibilité d'avoir beaucoup d'argent disponible ou même des facilités d'emprunt plus faciles. Donc, il faut attention à chez eux, à des petits éléments de décor. Et sur le plan professionnel, ils sont tous des actifs. Et minoritaires sont les générations qui ne sont pas actives dans cette famille. Ils sont confrontés à des choix de consommation, en plus, donc c'est des familles jeunes. Et donc ils disent, écoutez, il y a les vacances, il y a les déplacements, il y a aussi d'autres choses qui nous font plaisir dans la vie. Donc on ne va pas forcément faire tout pour le logement. Alors cette famille représente un énorme potentiel pour nous. Parce que même si elle n'est pas dans les acheteurs immédiats, ce serait quand même bien de s'intéresser à elle pour dire, mais qu'est-ce qu'on fait pour les éduquer à l'éducation, à faire des travaux chez eux et les intéresser à déjà des évolutions pour leur habitat. Alors les embellisseurs, qui est la famille la plus importante, à 45%, eux, ils font beaucoup plus de travaux. Et ils ont une culture, une appétence travaux que l'on retrouve aussi chez les mainteneurs, 10%. Donc ils sont 55%, en fait, à faire des travaux plus fréquemment que les autres et avoir envie, toujours, d'améliorer les choses, de ne pas laisser, alors la majorité du temps c'est leur maison, puisque nous avons 80% de personnes en maison, de laisser leur maison en l'état. Donc la question est de savoir si, ici, ce qui leur est proposé aujourd'hui sur le marché par les offreurs, que ce soit les offreurs publics ou les offreurs privés, correspond à leurs attentes. On en reparlera aussi, en conclusion. Les modérés, eux, donc les 2 autres familles, les modérés et les constructeurs. Les modérés, il y a 5% de modérés. Eux, ce qui les caractérise, c'est qu'ils ont moins de moyens. De toute évidence, l'enquête est très très claire là-dessus, ils ont moins de moyens que les autres, ils sont beaucoup moins attachés que les autres à leur logement, et ils jugent leur logement dans un état relativement discutable, et c'est eux qui donnent les plus mauvaises notes à leur logement. Mais ils représentent quelque part un marché de développement
qui peut être facilité dans les circonstances d'aujourd'hui par le fait qu'il existe énormément d'organismes qui peuvent venir à l'aide ou à l'accompagnement de ce genre de personnes. Les reconstructeurs, eux, ils ont des moyens économiques plutôt importants et une capacité à entreprendre des travaux importants et techniques. Vous voyez par exemple sur la petite figure qui est mise ici, c'est une surélévation. Cependant, ce type d'opération est rarement répétitif. Donc, il est important de savoir et de détecter assez tôt ce reconstructeur et puis de l'orienter ensuite peut-être vers d'autres choses, comme devenir embellisseur. Ou à défaut, en tout cas, excellent mainteneur de son habitat. Donc, ces 5 attitudes qui se croisent avec les univers travaux, ça forme une matrice. Cette matrice que j'ai proposée au groupe de travail et qui l'a validée totalement, cette matrice, elle va permettre d'avancer. Désormais, on a un nouveau paradigme. On est capable aujourd'hui non seulement de quantifier ceci, mais on est capable aussi, petit à petit, de dire qu'est-ce qu'il va y avoir à faire et comment le faire. Donc ce sont 2 questions qui sont importantes, sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Mais je vais laisser la parole d'abord à Jean-Pascal, qui a travaillé notamment pour mettre au point les valeurs intérieures de cette matrice. Merci Jean-Yves. Donc vous voyez, effectivement, nous portons un regard différent sur la répartition du marché de la rénovation et au travers de cette matrice qui croise somme toute les univers et les attitudes, nous dégageons un certain nombre de segments. Alors ces segments, ce qui est intéressant, c'est évidemment de les renseigner. Première approche que nous pouvons faire dans une approche matricielle comme celle-ci, c'est de croiser, sur un plan purement mathématique, l'abscisse et l'ordonnée. Bon, c'est assez facile. On a effectivement, on le voit bien, un pourcentage de répartition des univers et des attitudes. Mais ce que nous avons voulu intégrer, c'est un certain nombre de coefficients de probabilité. Considérons par exemple que un mainteneur a plus d'appétence pour réaliser des travaux d'amélioration de confort chez lui ou de réparation. Un reconstructeur est plus naturellement orienté sur des travaux d'aménagement et d'agrandissement. Donc ces différents coefficients que nous avons apportés à cette matrice nous permettent de voir aujourd'hui que, et je donne quelques chiffres intéressants, les passifs dont Jean-Yves Gouré nous a dit c'est eux les plus importants en population, c'est vrai, ils pèsent 35%. Mais on voit que, somme toute, la part de marché qu'ils occupent n'est que de 18,8%. À l'inverse, et de l'autre côté, on voit des catégories extrêmement intéressantes, comme par exemple les embellisseurs, qui pèsent 45% en volume, en quantité, pèsent 55%, presque 56% en part de marché. On comprend donc qu'il y a donc une intensification des probabilités de travaux en fonction des profils, en fonction des attitudes. Ce que nous ferons dans un avenir maintenant proche, parce que cette matrice n'est pas une fin en soi, c'est une photographie, somme toute, du marché à l'heure actuelle. Ce que nous ferons donc, c'est d'aller au-delà, d'affiner, somme toute, cette segmentation au travers d'indicateurs complémentaires qui peuvent être les niveaux ou les segments générationnels, les catégories socio-professionnelles, etc., qui vont permettre d'affiner, d'une part, cette segmentation, mais aussi de donner des leviers ou d'indiquer des leviers de croissance, car la vraie question qui se pose pour nous aujourd'hui, c'est comment faire croître ce marché. Alors, pour conclure, je vais vous demander, Jean-Yves, mais rapidement, parce qu'on est un petit peu en train de dépasser le timing, d'apporter quelques éléments de réponse, ou en tout cas de propositions, que vous avez pu faire en termes d'enseignement pour, somme toute, donner plus d'accélération à ce marché. Alors, écoutez, je crois que l'analyse du marché, et pour produire une croissance durable de la demande, là, il faut quand même insister sur une chose, c'est que le club travaille sur une partie de la problématique qui concerne la rénovation très très particulière, parce qu'il s'agit de déclencher la décision. Comment peut-on faire? Donc, l'habitat, il faut bien vous dire une chose, c'est que c'est extrêmement proche des valeurs qu'on attribue à notre corps. Je ne vais pas développer ça, parce que les travaux du think tank ne sont pas terminés au club, mais c'est très important de comprendre que l'habitat, ce n'est pas une boîte technique simplement, c'est quelque chose qui est très proche de la valeur humaine et de ce qu'on ressent vis-à-vis de notre corps. Deuxième chose, il faut savoir que, quoi que l'on fasse, l'habitat ne sera pas la seule préoccupation des gens qui y habitent. Une fois qu'ils ont résolu leur problème d'habitat, ils prennent des décisions et ils font des travaux en bon père et bonne mère de famille, comme disaient les notaires autrefois. Et donc, si l'argent reste une préoccupation pour sa famille, comme les modérés par exemple, ce n'est pas vrai
que l'argent est le seul vecteur qui va faire se déclencher tout, et on a eu la preuve pendant 25 ans ou 30 ans. Donc, ce qu'on peut dire, comme conseil, c'est dire la première chose, c'est de s'interroger sur une première question, c'est est-ce que nous avons les bons mots pour nous adresser aux habitants consommateurs, pour les séduire? La réponse est, c'est très contestable. Pourquoi? Parce que où on parle de modernisation, de rénovation, de remettre en état ou à niveau, ou bien si on fait des constats sociaux, on parle d'insalubrité, de précarité énergétique, de passoire thermique. Et quand on prend la réalité de ce qu'on trouve dans nos études, c'est les gens sont extrêmement fiers de chez eux, comment peuvent-ils se sentir concernés? Donc, entre l'intention bienveillante de les aider, que reflètent en fait tous ces mots un peu négatifs, et le fait que les gens attendent du positif, il y a un petit gap, et on n'a pas aujourd'hui les bons mots, et on n'a pas le langage peut-être adéquat. Deuxième élément important, la décision de travaux des propriétaires, et des travaux plus importants, pour qu'ils les fassent vraiment, eh bien, il faut trouver des bons professionnels, c'est une de leurs demandes, les aider pour les démarches administratives, être accompagnés, etc. Et de ce fait-là, ce qu'on peut dire, c'est que les incitations que l'on fait aujourd'hui, elles ne sont pas si mauvaises que ça, mais l'enquête montre qu'aucune n'est décisive et qu'aucune n'emporte les choses. Donc il faut souvent analyser beaucoup d'éléments complexes qui s'ajoutent les uns aux autres, et il faut peut-être que l'on retravaille les aspects incitatifs un peu plus. Et donc dans les aspects incitatifs, et je conclurai là-dessus, c'est la nécessité absolue que l'on retrouve et que vous avez déjà dans le premier ouvrage paru par le club publié par le Club de l'Amélioration de l'Habitat qui s'appelait Le Confort de vie pour tous. Il est question d'un accompagnateur qui s'appelait les conseillers spécialisés Confort de vie pour tous. Les gens ont absolument besoin d'être accompagnés. Et ceci est aussi vrai pour les passifs, pour les modérés, que pour les reconstructeurs, les embellisseurs ou les mainteneurs. Si nous n'avons pas des gens en qui ils peuvent avoir confiance, qui soient à proximité et qui permettent d'avoir une juste relation avec l'habitant, parce que l'habitat doit s'aligner sur l'habitant, c'est ce que l'on peut dire en conclusion, et non pas l'inverse, où l'habitant doit s'aligner sur son habitat. Donc le jour où on trouvera ce modèle d'accompagnement, et que tout le monde sera d'accord dans tout le secteur privé ou le secteur public, eh bien, écoutez, là, je crois que ce gigantesque marché aura une croissance durable importante. Merci Jean-Yves. Alors, effectivement, on l'a bien compris, on a un temps très court pour résumer une vaste étude de plusieurs mois. Et je vous renvoie encore une fois vers notre ouvrage de référence et je vous renvoie également vers le site du Club de l'Amélioration de l'Habitat où toutes ces études, somme toute, sont très largement et dans le détail développées et tous les chiffres sont cités. Alors, nous avons prévu un temps d'échange, un petit quart d'heure, pour répondre à les questions. Je vois quelques questions qui apparaissent sur notre prompteur, on dit ça comme ça. Alors, je la lis. Suzanne Déhou nous dit, dans votre enquête, vous avez mentionné que les habitants qui mentionnent que pour eux, l'épidémie de Covid n'avait pas changé leur vision dans leur logement. Quelle était la question précise qui leur était posée? Je crois, Jean-Yves, qu'il y avait deux questions, en fait, si vous voulez répondre. Oui, là, il y avait deux questions de poser. La première question portait sur... Est-ce que... Alors, la question précise formulée, je ne l'ai pas. Hein, mais la première question posée, c'est est-ce que la Covid a modifié quelque chose dans votre décision de conduire ou non des travaux? Donc, on a eu la réponse. Et la question était plus précise encore, qui concernait ceux qui allaient faire des travaux. Et quelles modifications avez-vous eu envie d'apporter? La majorité des répondants, 80% ont répondu « il n'y a pas eu de modification ». Et sur les 20% qui ont répondu modification, en fait, il y en a eu presque 15% qui ont répondu « ça m'a permis de montrer que je n'avais pas prévu assez de travaux ». Donc il y a eu très peu de... Ce que nous retenons, c'est que l'impact que nous aurions pu imaginer, un impact puissant de cet effet de confinement et d'épidémie, a existé, mais relativement faiblement dans la période courte. Bien sûr, nous avons comme tout le monde, pris conscience de l'importance de la réalisation des travaux de bricolage chez soi, on écoute tous l'actualité, mais objectivement, sur des intentions de rénovation un peu en profondeur, il n'y a pas eu de changement. En tout cas, aujourd'hui, on ne le note pas
de manière très significative. Une autre question qui nous vient de Viviane Hamon. Quelles méthodes d'analyse multivariée des données ont-elles été mises en œuvre pour construire la segmentation proposée, ou inversement, la matrice a-t-elle été construite de manière qualitative? Alors, cette matrice, vous l'avez compris, nous l'avons construite à partir d'abord d'une analyse qui a été exposée par Jean-Yves Gouret. Cette enquête, somme toute, il y avait à peu près 90 questions, il y a 3000 répondants. Nous avons confié l'analyse statistique de résultats de l'enquête à une école de statistique très spécialisée en France, s'appelle Logicé, elle est donc à la junior entreprise de Logicé, qui a passé au crible les dizaines, les centaines de réponses qui ont été apportées, de manière à donner de l'éclairage à la fois à cette notion d'univers, à la fois à cette notion d'attitude. C'est ça qui a permis à Jean-Yves, en s'appuyant sur toutes ces remarques qui ont été faites, ces analyses statistiques, finalement de définir ces critères. Et donc nous avons analysé, en termes de valeurs statistiques, l'importance de ces univers et de ces attitudes, et nous les avons croisés pour créer la matrice. Donc en fait, à ce stade-là, vous le comprenez, il y a une démarche qui a un côté un peu empirique, parce que bien sûr, ce n'est pas une science exacte. Le marché de la rénovation des logements, c'est un gros marché, ça fait 50 milliards d'euros, il est réparti entre corps de métier, Giovanni nous l'a exposé, mais ça ne nous suffit pas. Nous, ce que nous souhaitons avoir comme vision, c'est finalement comment se répartit ce marché dans ces fameux univers et attitudes. Et c'est à partir de là que nous considérons pouvoir mieux comprendre les mécanismes comportementaux et surtout comment agir pour créer de la croissance. Je vous rappelle que ce marché en soi, il est important, mais il évolue peu. Depuis 40 ans, les études que nous avons faites montrent qu'il évolue de 1 à 2% par an, guère plus. Alors même qu'il détient des gisements de croissance potentiels très importants, comme la rénovation énergétique, comme l'adaptation des logements, mais que ces gisements, finalement, restent un petit peu en l'état. Voilà. Donc, le job du Club de l'amélioration de l'habitat, notamment, c'est de réfléchir, de partager des idées qui permettent de trouver des pistes d'amélioration des leviers de croissance. Voilà ce que nous avons souhaité faire. Et d'ailleurs, cette matrice, je le dis encore une fois, on va continuer à travailler dessus et nous espérons d'ailleurs pouvoir renseigner et les membres du club et vous-même, gens extérieurs au club, de l'évolution que nous allons donner à notre étude. Voilà ce que je souhaitais vous dire. D'autres questions? Quelles sont les surprises ou nouveautés que vous avez trouvées dans cette étude par rapport à l'ensemble des travaux de recherche existants et précédents? Jean-Yves, vous voulez dire un mot sur l'aspect embellissement peut-être? Dans les travaux, c'est pas sur l'univers des travaux lui-même, c'est plutôt on l'a caractérisé. C'est sur les attitudes. En fait, ce qui nous a vraiment beaucoup surpris, c'est la famille des passifs. On est tombé sur une famille, et l'analyse statistique a été brillante là-dessus, hein, où on a trouvé que 75% des passifs vivaient en appartement et qu'ils étaient primo-accédants. C'est tout à fait particulier. Ça, c'était une surprise par rapport à d'autres travaux qu'on avait fait auparavant. Autre grande surprise, c'est aussi le distinguo qu'on a pu faire très précisément entre embellisseurs et ceux qui cherchent à améliorer leur habitat. Ce distinguo n'avait pas été fait et il nous donne en fait deux attitudes différentes. Et ce qui fait qu'un embellisseur aussi... c'est pas une typologie, ce qu'on a créé. Hein. Ce sont des situations, des types situationnels et qui peuvent évoluer. Comme je vous l'ai dit, par exemple, pour les reconstructeurs, il faut en être conscient. Un reconstructeur ne sera pas reconstructeur toute sa vie. À un moment donné, il va devenir mainteneur, il va devenir embellisseur, etc. C'est pour ça que c'est important de pouvoir annuellement faire un point, une cartographie, pour savoir où ça en est, comment ça évolue. Et l'enquête Ipsos avait été remarquable à ce point de vue, l'enquête terrain, parce qu'elle était très très précise et tout à fait conforme aux aspects statistiques de l'INSEE française. Et ça, c'était très intéressant aussi. On a un référentiel parfait. Merci. Alors, une question très intéressante également de Florent Buffin. Avez-vous posé des questions relatives au confort d'été ou à la qualité de l'air intérieur, à la qualité de l'air de manière générale? À quel point ces problématiques sont-elles déclencheurs de travaux, voire de déménagement? Alors, oui, le questionnaire est vaste, 90 questions. Il est accessible d'ailleurs, je vous le rappelle. Alors, nous avons bien sûr posé toutes ces questions. Simplement, il faut comprendre que c'est l'analyse, je le redis, l'analyse statistique de ces milliers de réponses qui nous a amenés
à définir, à imaginer ces notions d'univers travaux. Parce que, en fait, un univers travaux, c'est à la fois des travaux qui sont nécessaires, tels qu'on le ressent quand on est chez soi, parce qu'ils s'imposent, et des travaux, à un moment donné, pour lesquels on a un intérêt, une motivation, le ressenti d'un besoin. Et c'est le croisement, souvent, de ces éléments-là qui engendre la prise de décision. Alors certes, dans certains cas extrêmes, une très mauvaise qualité de l'air intérieur, une très mauvaise isolation, bien sûr, va générer des réactions. Mais on voit bien qu'il y a une certaine réticence à engager les travaux immédiats de la part des consommateurs, sinon le marché de la rénovation serait plus actif. Alors oui, les questions ont été posées, les réponses nous ont été extrêmement utiles, mais elles viennent s'intégrer, somme toute, dans ce que sont les univers travaux. On peut peut-être ajouter qu'en regardant le site internet du club, si vous regardez l'étude, vous aurez des réponses très précises là-dessus en termes de pourcentage. Puisqu'on a demandé quels étaient les points, parmi les propositions qu'on faisait, qu'est-ce qui est apporté pour vous, etc. Et la qualité de l'air en fait partie, comme bien d'autres éléments très très complets que l'on avait étudiés. Alors, un journaliste de la construction bien connu, Christian Pesset, nous dit « Ne vous semble-t-il pas inquiétant que les mainteneurs ne représentent que 13,7 %? » Ah ben si. Seulement, effectivement, ce que l'on observe, c'est qu'une grosse partie des travaux, nous l'avons dit, sont des travaux nécessaires, incontournables, etc. Et on le sait tous très bien, ces travaux, de toute façon, ils s'imposent à nous, ils s'imposent aux propriétaires occupants. Et ce réflexe comportemental du mainteneur qui va s'intéresser, qui va mieux anticiper, ben, ils ne sont pas innés. Peut-être le deviennent-ils quand, par exemple, on n'a pas fait attention à sa chaudière et qu'en plein hiver, quand il fait vraiment très froid, elle tombe en panne et que le réparateur ne vient au bout que de 3-4 jours et qu'on a maintenu sa famille dans le froid et qu'on s'est fait un petit peu enguirlander par tout le monde. Alors là, peut-être que le responsable va se dire « Bon, la prochaine fois, je vais peut-être essayer d'être un peu plus anticipateur. » Et là, je vais devenir mainteneur. Donc oui, effectivement, on n'est pas mainteneur spontanément. Hein, ce n'est pas forcément dans la nature des gens. On est un peu passif au départ et on devient plutôt mainteneur. Et les leviers de croissance ou les éléments de dynamisation du marché, certainement que nous les trouverons dans le passage d'une attitude à une autre attitude. Ça, c'est également une réalité. C'est d'ailleurs ce qui va marquer la poursuite de nos travaux. Et encore une fois, je donne rendez-vous aux membres du groupe de travail Observatoire Consommateur. On a des réunions prochaines pour nous intéresser à imaginer quels peuvent être ces leviers qui vont permettre de rendre beaucoup plus mobile ce marché de la rénovation de l'habitat. Y a-t-il d'autres questions? Apparemment non. J'ai une question qui nous demande des précisions sur les chiffres présentés dans la matrice. Ça serait peut-être long de le définir ici. Je le dis, et cette matrice, elle a été construite à la fois de manière linéaire, c'est-à-dire en croisant mathématiquement abscisse et ordonnée, mais également en y apportant des coefficients d'incidence. C'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire cette appétence, cette orientation naturelle d'un propriétaire occupant vers tel ou tel type de travaux en fonction de sa nature, de son profil, etc. Bon. Mais ça n'est pas suffisant. Donc, le document que vous aurez entre les mains, c'est un document de travail, je le dis, une approche un peu empirique. Ça n'est pas suffisant. Nous souhaitons pouvoir poursuivre cette analyse et nous sommes d'ailleurs tout à fait ouverts à des remarques qui pourraient être faites. Considérons que c'est une approche quand même nouvelle, innovante de l'analyse du marché de la rénovation parce qu'en croisant de cette manière matricielle univers et attitude, ben on donne de l'éclairage, on donne des angles de vue nouveaux. C'est une approche certes un peu à caractère marketing, mais qui permet aux différents acteurs de la rénovation de se dire que peut-être là, il y a une piste, peut-être une action à mener. Donc, nous allons poursuivre nos travaux. Je rappelle que le Club de l'amélioration de l'habitat a le grand avantage d'associer dans son tour de table l'ensemble des acteurs de la filière, les maîtres d'œuvre, architectes, bureaux d'études, les entreprises, les artisans, les distributeurs, les industriels, bien sûr, les énergéticiens, etc. L'ensemble donc des acteurs, des grands acteurs. Et c'est ensemble que nous construisons ces différents projets. Voilà, je vois une autre question qui apparaît. Valérie Michel, en raison du confinement, avez-vous interrogé les habitants sur leur connexion Internet qui, on le sait, est souvent mauvaise et la possibilité de travaux pour améliorer cette connexion? Là, peut-être, je sèche un peu, s'il y a une réponse. Oui. Directement sur la connexion Internet, non, mais sur tout ce qui est connexion, on a interrogé. Pas seulement Internet. On n'a pas une réponse très directe là-dessus. Il faut savoir que 90 questions telles que l'on a, les questionnaires est très très original. Il faut
il faut bien dire une chose, c'est qu'on travaille aussi comme un think tank au Club d'investissement de l'habitat. C'est-à-dire que on n'est pas dans la certitude absolue, on est toujours dans la recherche, l'amélioration, etc. Donc, dans les 90 questions, ça représente à peu près 28 minutes, d'après Ipsos, 28 ou 30 minutes de réponse. Et on ne peut pas aller au-delà. Et on a saturé, on a atteint un plafond de verre, Sandrine s'en rappelle bien de ça, et on n'a jamais pu rajouter des questions. Donc, c'est vrai qu'on frustre un petit peu des personnes qui veulent une question très précise. Nous, ce qu'on essaie de comprendre, en fait, c'est les tendances générales, les mouvements qui se font. Et maintenant, ça va être beaucoup plus facile, maintenant qu'on a vraiment nos 5 familles d'attitudes qui croisent les 4 univers travaux qui sont référentiels. Donc, je nuancerai juste une chose, c'est que oui, ça apparaît marketing, mais c'est pas du marketing, parce que c'est une vraie façon paradigmatique de penser le marché autrement et d'avoir un cadre de pensée. Le cadre de pensée avant était fait beaucoup plus par la filière technique, et très bien faite d'ailleurs, pour dire en gros quelle est la dynamique de marché annuelle et puis combien est vendu dans chaque catégorie, etc. Et ça, c'était très bien. Et donc c'est grâce à ce très bon travail de la filière qu'une intégration a pu se faire. Donc là, on a une cartographie, au sens vrai du terme, qui peut chaque année être réactualisée et voir comment les déplacements se font. Merci. Donc, du coup, rendez-vous, bien sûr, l'année prochaine pour voir l'évolution de cette cartographie. Nous arrivons à la fin de la première heure. Pour conclure cette table ronde, nous avons voulu donner la parole également à un acteur important de la rénovation. Je l'ai cité, il s'appelle M. Luc Broussy. Vous le savez, il est directeur de France Silver Economy. Il a remis, il y a peu de temps, il y a quelques semaines, un rapport au ministre du Logement, de la Santé. Il a remis un rapport pour préfigurer les discussions qui vont avoir lieu autour de cette fameuse loi qu'on appelle Génération solidaire, qui va s'intéresser aux personnes qui avancent dans l'âge, mais peut-être pas que, aux gens qui ont des questions d'autonomie, pour voir comment, notamment, faire évoluer le logement, mais pas que le logement, faire évoluer également le quartier, c'est-à-dire l'environnement dans lequel les gens se situent. Il est intéressant de l'écouter en 3 minutes, et vous verrez qu'il a un angle de vue extrêmement enrichissant et éclairant sur cet aspect des choses. Je vous remercie de votre intervention et nous envoyons maintenant la vidéo de M. Luc Broussy. À vous. Mesdames et messieurs, bonjour. On m'a demandé de dire un mot sur le rapport que j'ai remis le 26 mai dernier à 3 ministres. Et c'est déjà une chose relativement originale. La ministre chargée de l'autonomie, la ministre chargée du logement et la ministre chargée de la cohésion des territoires. Ce qui m'a permis, dans ce rapport un peu volumineux de 175 pages, eh bien, d'aborder le continuum. Oui, les Français veulent vieillir chez eux. C'est dans ce continuum que j'ai voulu inscrire cette problématique. Le logement, il doit être adapté, à condition d'être aussi dans une ville adaptée, une ville bienveillante, à condition d'être aussi dans un territoire qui prend en compte la question du vieillissement et à condition d'avoir des mobilités qui permettent de rester autonome. C'est, vous voyez, ce continuum qui permet de véritablement permettre aux Français de vieillir chez eux, et non pas seulement la question du maintien à domicile stricto sensu. Sur le logement, je crois qu'il faut revisiter aussi la notion du chez-soi. On veut vieillir chez soi, ça ne veut pas dire qu'on veut vieillir dans la maison dans laquelle on habite depuis 30 ans. Il va y avoir de nouvelles formes de chez soi, les résidences seniors, l'habitat inclusif, les résidences intergénérationnelles. On va s'habituer à vivre dans un endroit peut-être qui n'est pas celui dans lequel on a passé toute sa vie. Il faut ensuite, une fois qu'on a un logement adapté, je propose, grâce aussi à la collaboration de notre ami Jean-Philippe Arnoux, on a pensé la rénovation des aides qui permettent, à travers ma prime Adapt, de simplifier et de massifier les aides fournies aux personnes âgées pour qu'elles puissent adapter leur logement. Mais au-delà de ça, il faut ensuite, quand on sort de chez soi, que l'environnement urbain soit bienveillant. D'où la question de l'urbanisme, la question de la voirie, la question des bancs publics, des toilettes publiques, la question du mobilier urbain de manière générale, qui doit permettre qu'une fois sorties de chez elles, eh bien, les personnes un peu fragiles puissent continuer à vivre leur vie dans la ville.
Voilà, un logement adapté, une ville bienveillante, des mobilités également qui soient adaptées, parce qu'on constate aujourd'hui le divorce un peu entre les seniors et les transports en commun, et que le piéton âgé est aussi parfois en insécurité dans des villes où les obstacles se multiplient. Voilà un peu les deux grandes priorités que j'ai essayé de transmettre au pouvoir public, qui ont la volonté, semble-t-il, dès cet été, de traduire dans un projet de loi qui s'appelait Grand Âge et Autonomie, et qui devrait désormais s'appeler un projet de loi Génération Solidaire, montrant que les questions qu'on évoque ici ne sont pas que des questions de vieux pour les vieux, mais c'est une question de vivre au fond en société, quel que soit son âge. Merci Luc Broussy, merci de ces informations tout à fait enrichissantes.